La force n'est pas dans les jambes, mais dans le courage. Et c'est avec ce proverbe allemand que nous ouvrons les portes de cette émission. C'est l'occasion pour nous encore de rassurer les Burkinabés, surtout les invités à beaucoup de courage afin d'avoir la force nécessaire pour combattre ce fléau qu'est le terrorisme. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce troisième rendez-vous de Bonjour le Faso sur Savan TV. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous pour cette émission. Vous le savez, depuis lundi, nous nous intéressons au Haoussa du Burkina. C'est une communauté qui réside au Burkina depuis bien longtemps. Et bien sûr, aujourd'hui, la communauté Haoussa fait partie des 60 communautés donc, du Burkina. Nous allons à leur découverte dans la rubrique à la découverte 2. Et aujourd'hui, vous allez avoir un témoignage donc d'un membre de la communauté Haoussa. Aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Adèle Semporé qui va partager des informations avec nous. Et nous faisons aujourd'hui le bilan du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, avec Boukari Woba, qui est notre invité du jour. Rappelons qu'il fait partie du comité d'organisation du FILEP. C'était la 9e édition. Occasion pour nous de faire le bilan de cette 9e édition. Nous sommes mercredi, comme chaque mercredi. Vous avez droit à votre chronique question de droit. Et pour la chronique question de droit, aujourd'hui, nous serons avec Olivier Kabouri de Juristes sans frontières. Nous aborderons le thème de la nuisance sonore. Nous avons tous des voisins qui ne se soucient pas donc de notre quiétude, qui font des tapages dans la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Nous en parlerons tout à l'heure avec Olivier Kabouri dans question de droit. Alors, Madame, Messieurs, installez-vous confortablement parce que Bonjour le Faso, c'est le miroir du Burkina au quotidien, bien sûr. Et on y va tout de suite et maintenant pour à la découverte 2. Cette semaine, nous partons à la découverte d'une ethnie ou d'une communauté. Il s'agit notamment de la communauté Haoussa du Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, je vous invite à écouter le témoignage de El Hadj Noufou Sissé. Il est le doyen actuel de la communauté Haoussa à Ouagadougou. Rappelons qu'il a participé à la construction de la mosquée de Haoussa au Burkina, notamment installée dans le quartier Zangoutin de Ouagadougou. C'est une mosquée qui a échappé aux opérations de déguerpissement sous la Révolution. La mosquée est vieille donc, mais elle résiste toujours et bien sûr accueille des fidèles musulmans pour la prière. Nous allons vous inviter à écouter le témoignage de El Hadj Noufou Sissé. Mon nom, Sissé nous, 400 ans, quand sont rentrés à Burkina, ils sont quittés Nigeria pour venir ici, les grands-pères. Le travail de commerce, le fait de commerce, c'est le grand chef de Moussi qui a donné le roi des Angoueto. Sont donnés Mahmoudou Dankambali. C'est lui qui est le premier chef de Haoussa. Ce sont des musulmans. Trois cours là que j'ai dit, c'est trois cours. C'est trois cours là qui est rempli de Zangoueto. Tous les étrangers qui sont venus, ils vont dans deux cours là. Les cours du chef, ça c'est avec son parent. Deux cours là, cours de Madougou et cours de Oumarou Baraka. C'est eux qui prennent des étrangers, que moi je connais. Jusqu'à ils sont partis, venir à chez nous, mon temps là. C'est moi qui commande la maison de Madougou Yaro et Oumarou Baraka. C'est mon papa. Les masqués, c'est 76. 76. C'est le ciment et le fer et les galmions. C'est ça que j'ai pris. J'ai pris les maçons, ils sont venus construire. Le premier maçon, c'est un Wolf du Sénégal. C'est lui qui a construit les masqués. Les gens qui priaient là-bas, il y a beaucoup qui est parti, il y a beaucoup qui est mort. Il y a d'autres qui sont venus prier,
c'est le travail de diguer. C'est pas pour la payer, on fait sur le Dieu. À quoi diguer? C'est pas quelque chose qu'on paie. Moi, je m'appelle Nana Amado. Je suis journaliste de formation. Actuellement à la retraite, je suis journaliste à Sidoaya et puis Carrefour africain. C'est un dossier, un article que j'ai écrit sur la communauté Hausa au Burkina Faso. Ce qui m'a poussé à faire ça, parce que j'avais, non seulement, j'avais beaucoup de possibilités de rencontrer des gens, et moi-même, il n'y avait pas de barrière linguistique, parce que moi-même je parle Hausa. Moi, je suis né à Zangotin. Bon, je vois tantôt, il parle de maison, tout ça. Moi, je suis né à la maison, c'était l'hôpital. Donc bon, j'ai grandi, je parle Hausa, donc je n'ai pas appris le Hausa. Bon, c'est avec les Hausa que, bon, j'ai fait mon enfant dans le quartier, j'étais vraiment immergé. Donc c'est ça qui m'a motivé. J'ai dit, tiens, moi j'ai un poste là où je peux faire comme un peu l'historique récent de ce qui se passe. Donc c'est ça qui m'a conduit à faire des recherches, à rencontrer des personnes ressources au niveau de la communauté Hausa pour pouvoir écrire un article que j'ai publié au niveau du Carrefour africain. Écoutez les témoignages de quelques membres de la communauté Hausa au Burkina Faso. D'abord, pour commencer, vous avez écouté un des doyens de la communauté Hausa du Burkina. Il s'agit de El Hadj Noufo Cissé qui a participé à la construction donc, de la vieille mosquée. Il s'agit donc d'une mosquée des Hausa qui est située dans le quartier Zangotin et qui a résisté aux opérations de déguerpissement sur la Révolution. Et vous avez écouté le témoignage également de M. Amado. Rappelons qu'il est journaliste et il a produit un écrit sur l'intégration des Hausa au Burkina Faso. Maintenant, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est le temps que Adèle Semporé s'installe pour la revue de presse. Vous le savez, l'information est au rendez-vous avec Adèle Semporé aujourd'hui à travers la revue de presse. Elle est bien installée sur ce plateau. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Zeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, que nous disent les journaux aujourd'hui? Beaucoup d'informations et nous allons tout de suite et maintenant découvrir la une du journal Le Quotidien. À sa une, on lit « Situation sécuritaire au Burkina. Des manifestants exigent la démission du président Kabouri ». Bobo Dioulasso, des manifestants exigent le départ de l'armée française du Burkina. Et puis Algérie-Burkina pour parler sport, 2-2, un nul qui rend fier. C'est les informations à la une du journal Le Quotidien. Passons à l'Observateur Palga. Marche contre la crise sécuritaire, mise en jambe d'OSC à Ouagadougou. Et puis à Bobo Dioulasso, les Bobolais laissent éclater leur colère. Les aventures politiques ne mèneront nulle part, c'est à lire dans Regard sur l'actualité de l'Obs. Et puis les dernières nouvelles du front, plus de 90 terroristes neutralisés à Touéni. Procès Thomas Sankara, Daouda DPL, le premier des témoins. Deuil national de 72 heures, c'est le quatrième encore, une interrogation de l'Obs. Éliminatoire Coupe du Monde, les étalons abandonnent leur illusion à Blida. Jugement contrebande de carburant, chaque camion de DK transportait 120 barriques. Nous sommes à présent avec Aujourd'hui au Faso. À la une donc de ce canard, on peut lire Ouagadougou, manif de soutien au FDS au départ de Rock. Situation nationale, des jeunes de Bobo Dioulasso n'en peuvent plus aussi. Procès Thomas Sankara, Daouda le miraculé et Boukari le lion se lâchent. Attaque d'Inata, la compassion de la Turquie au peuple burkinabé. Départ définitif de Barkhane de Thessalie, mission impossible pour 200 FAMA, forces armées maliennes. Double attentat à Kampala, ADF, Shebab ou autres, coup rude pour le Bismarck ougandais.
Venons à présent au journal Le Pays. À la une de ce journal, nous lisons procès Thomas Sankara. Les témoins défilent à la barre. Pour l'assassinat de Thomas Sankara, il y avait un plan A et un plan B, selon Boukari Kaboré, dit le Lion. Attaque meurtrière d'Inata, le Faso autrement pour une enquête rigoureuse. 6e session plénière du 19e comité central du PCC, les principes directeurs sont connus. Lettre ouverte au ministre Zéphirin Diabré. On ne peut pas contraindre quelqu'un à pardonner. Selon le MPRESCA, le mouvement Plus rien ne sera comme avant. Dans la rubrique Révélation du journal Le Pays, commune de Barani, le 2e adjoint au maire aux mains des terroristes. Insécurité au Burkina, à Bobo, des manifestants en colère exigent la démission du régime MPP. Actu Foot, c'est une rubrique du journal Le Pays mondial 2022. L'Algérie secouée mais qualifiée. Et puis à lire également dans les colonnes du journal Le Pays les pronostics PMUB du jour. Voilà ce qu'on retient comme information à la une des journaux ce matin. Merci bien Adèle. Et ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr ces marches que nous avons vues un peu partout, dans plusieurs localités donc, du Burkina. Alors la journée d'hier était, on va dire, mouvementée dans plusieurs localités du Burkina Faso, de Ouagadougou en passant par Bobo Dioulasso, Dori. Des jeunes sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation sécuritaire. À Ouagadougou, il y a eu, on va dire, plusieurs rendez-vous, puisque aux alentours de la place des Martyrs, enfin aux alentours du mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou, vers le Conseil de l'Entente, des jeunes y étaient pour demander donc le départ des troupes françaises du sol burkinabé. Là-bas, la mobilisation a été sonnée par le Malit, le mouvement africain pour l'indépendance totale. Donc, ce sont ces jeunes-là qui ont demandé donc, le départ des soldats français du sol burkinabé. Et là-bas, comme vous pouvez le voir en image, le drapeau donc, français a été incendié par ces jeunes parce que pour ces jeunes-là, ce sont donc les soldats français, sinon c'est le système français qui est dénoncé, c'est l'impérialisme français qui est dénoncé. Et c'est cet impérialisme-là qui crée tous ces problèmes au Burkina Faso. Et donc, ils ont demandé à ce que le camp de Camboinsin soit délogé, que les troupes françaises quittent le sol burkinabé et que l'État burkinabé lui-même prenne ses responsabilités face à cette situation. À côté du mémorial Thomas Sankara, non loin de là, à la place de la Nation, d'autres jeunes étaient également en mouvement. Et là-bas, la mobilisation a été sonnée par le mouvement Sauvons le Burkina, des jeunes qui ont exprimé aussi leur mécontentement face à la recrudescence des attaques terroristes. Là-bas, les jeunes ont demandé le départ pur et simple du président Roch-Marc Christian Kaboré parce qu'ils estiment que Roch Kaboré a échoué dans la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Et donc, commencé timidement aux alentours de 8 heures. La mobilisation a pris de l'ampleur au fil des heures et ils étaient finalement des centaines à la place de la Nation pour plusieurs revendications. Pour certains, c'est le départ de Roch Kaboré. Pour d'autres, c'est la libération de Guinguéré pour défendre le Burkina Faso. Pour d'autres encore, c'est le départ des troupes françaises du sol burkinabé. Et donc, les revendications étaient changeaient au fur et à mesure que la manifestation gonflait. De la place de la Nation, les manifestants se sont rendus chez le Mogonaba, voilà. Mais avant, ils ont été déroutés par la police aux alentours du CES parce qu'ils prenaient la direction du Premier ministère. Et là, la police les a déroutés et c'est de là maintenant qu'ils sont allés au palais royal du Mogonaba. Et là, après plusieurs tractations, ils ont été finalement reçus par l'empereur des Mossé. Ils ont expliqué à leur sortie qu'ils ont fait le point de leurs revendications au Mogonaba et ils ont demandé à ce que ces revendications-là soient transmises au président Roch-Marc Christian Kaboré et que le Mogonaba
appui pour que Roch accepte de démissionner. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit que le Mogo Naba les a rassurés que leurs revendications seront transmises à qui de droit et qu'il promet en tout cas de faire le point après. Donc c'est là-bas maintenant qu'ils ont mis terme à la manifestation. Ils ont aussi fait un passage au grand marché de Ouagadougou pour demander à ce que des boutiques soient fermées. Ça, c'était la manifestation de Ouagadougou. Okay. À Bobo-Dioulasso, des jeunes également ont manifesté. Là-bas, on dira que l'ampleur était plus grande que la manifestation de Ouagadougou, puisque là-bas, exactement, on le voit en image, justement. Là-bas, les jeunes sont allés même arracher les affiches de Roch Marc Christian Kaboré. On a vu les images, la vidéo, justement, que vous pouvez voir pour demander le départ de Roch Kaboré, parce qu'ils estiment aussi que le président a échoué depuis 5 ans dans la crise, dans la gestion de la crise sécuritaire. Et là-bas, à plusieurs endroits, des commerces ont été fermés, des magasins ont été fermés, certainement pour ne pas permettre à des individus mal intentionnés de commettre d'autres actes, parce que dans ces mouvements de troubles-là, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut y avoir des actes de vandalisme. Et donc, les commerçants ont fermé et la manifestation était encore plus grande que Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, toujours, au cours de la soirée, on a pu voir également des vidéos des jeunes qui ont stoppé un convoi de l'armée française, un convoi selon eux qui se dirigeait vers le Niger, un convoi qui transportait du matériel militaire en direction vers le Niger. Mais selon une note de la COPABF, c'est elle qui a bloqué le convoi. En tout cas, le convoi est resté bloqué jusqu'à une certaine heure avant que la situation ne décante. Donc, c'est ce qui s'est passé à Bobo-Dioulasso hier. À Dori également, les jeunes ont marché. Mobilisation sonnée par le mouvement Sauvons le Burkina Faso. Et là-bas, les jeunes de Dori ont demandé à ce que la sécurité soit renforcée, que les forces de défense et de sécurité aient le matériel qu'il faut pour le combat, que le Burkina, l'État prenne ses responsabilités pour ne plus que les familles, les populations soient endeuillées. Donc, plusieurs manifestations, plusieurs revendications, plusieurs aspirations, mais on dira que ça commence petit à petit. La veille, donc le lundi, la mobilisation avait déjà commencé sur les réseaux sociaux. Plusieurs lanceurs d'alerte avaient donc demandé à ce que les citoyens sortent pour vraiment dénoncer la situation. Et on a vu ce qui s'est passé hier. On espère que ça va vraiment interpeller qui de droit, que les responsabilités seront situées parce que ce sont on va dire, les choses accumulées qui arrivent à cela. Donc, depuis 5 ans, on demande des réponses face à la situation sécuritaire. Il y a des choses qui sont faites sur le terrain, c'est vrai, mais c'est encore peu. Les Burkinabés en demandent davantage parce que de jour en jour, on a l'impression que la crise ne recule pas, elle ne fait qu'avancer. On ne sait pas demain où est-ce qu'elle sera. C'est peut-être des localités loin de Ouagadougou, mais demain, qui sait, ça peut être Ouagadougou qui est touché. On ne dit pas que Ouagadougou est loin de ce qui se passe, mais on dira que tout le monde est touché par ce qui se passe actuellement et il faut vraiment que les responsabilités soient situées. Ce qui a choqué davantage les Burkinabés, c'est ce qui s'est passé à Inata avec l'alerte des soldats qui sont sur le terrain, qui sont affamés sur le terrain, qui n'arrivent pas à mener donc le combat comme il faut. Et donc, il faut vraiment que le président Roch Marc Christian Kaboré prenne ses responsabilités, comme l'ont demandé les jeunes hier, pour en tout cas sortir le Burkina Faso de cette crise. Espérons. Et deuxième sujet qui a un rapport aussi à l'insécurité au Burkina Faso, on apprend que 90 terroristes ont été neutralisés. Oui, c'est l'information qui a circulé depuis hier jusqu'à maintenant. On nous informe de sources sécuritaires que 90 terroristes ont été neutralisés dans la zone de Touéni. C'est une opération conjointe menée par le GARCI, de la gendarmerie et puis le détachement de Touéni. Et on nous apprend de cette information que l'avion de l'armée burkinabé a pilonné des terroristes pour détruire les bases terroristes qui y sont. Et au bilan, on compte 90 terroristes neutralisés.
C'est une source sécuritaire, comme je l'ai dit, des médias qui suivent des sources sécuritaires, mais jusqu'à ce que je monte sur ce plateau, je n'ai pas vu une note officielle qui donne l'information. Ce sont des médias qui ont donné l'information, ce sont des lanceurs d'alerte qui ont donné l'information sur les réseaux sociaux, ce sont des patrons de presse qui ont donné l'information, mais pour le moment, je n'ai pas vu une note officielle, un communiqué du gouvernement qui informe sur ce fait-là. Mais n'empêche que c'est une information qui vient réconforter les troupes, qui vient réconforter les Burkinabés, qui vient montrer qu'au-delà de ce qui se passe au front, il y a aussi des victoires que les forces armées engrangent, des victoires qui, en tout cas, remontent le moral des troupes. Et on espère que ça va aller de victoire en victoire. La bonne nouvelle, c'est que ces terroristes ont été neutralisés dans la période du deuil national. Vous savez que le deuil a commencé hier et va se poursuivre jusqu'à demain. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle au cours de ce deuil-là. C'est ce qu'on souhaite, que quand on sort du deuil, on apprend des victoires que les forces de défense et de sécurité ont menées sur le terrain. C'est beaucoup, je dirais que c'est ce que beaucoup ont déploré pour plusieurs attaques, Yirgou, à plusieurs localités, Solane, qu'au sortir du deuil national, là, on n'est pas une bonne nouvelle qui réconforte l'ensemble des Burkinabés. Mais je pense que l'assaut de Tueni va réconforter davantage les Burkinabés et que les soldats vont davantage s'armer pour le combat au front. Alors, maintenant, nous prenons la direction des salles de banquet de Ouaga 2000 où se tient le procès Thomas Sankara. Qu'est-ce qui s'est passé la journée d'hier? Alors, on va dire que le procès avance, mais très bien, parce que hier déjà le tribunal a commencé l'audition des témoins après pratiquement les derniers accusés, parce qu'il reste Thibaut Ouedraogo qui est souffrant et qui, selon son avocat, n'est pas en mesure de se tenir devant le tribunal pour son audition. Et donc hier, le tribunal a commencé l'audition des témoins. Le premier à la barre, c'était Daouda Traoré, mais c'était Salam Kabouri qui devait passer le premier, mais il n'était pas là hier. Et donc Daouda Traoré a été le premier témoin à passer à la barre. Il a, selon son témoignage, le coup du 15 octobre 1987 était bien orchestré, était bien préparé. Et ce n'était pas un acte spontané. Ça veut dire que les choses ont été préparées bien avant. Et eux qui étaient de la garde de Thomas Sankara ont bien donné l'alerte. Daouda Traoré, je signale qu'il était membre CNR et il était aussi de la commission de contrôle et de vérification, donc sous la Révolution. Il dit que quand ils ont eu les informations qu'il y a un coup qui se préparait, ils ont donné l'alerte au président Thomas Sankara, mais qui n'a pas vraiment pris cela au sérieux parce que selon lui, devant le tribunal, ce qu'il a dit, il dit que Thomas Sankara pouvait contredire tout le monde sauf Blaise Compaoré. Il pouvait douter de tout sauf de Blaise Compaoré. Et donc, c'est ce qu'il a déploré. Il dit qu'il a signalé à Thomas Sankara qu'il courait des risques, qu'il y avait des menaces qui pesaient sur lui, mais en vain, jusqu'à ce que le coup du 15 octobre soit perpétré. Après lui, c'est Boukaï Kaboré, dit le Lion, qui est passé à la barre pour son témoignage. Lui, il a regretté le fait qu'on ait exhumé les restes de Thomas Sankara. Il a demandé que quelque chose soit fait pour que ce qu'on vit actuellement là puisse être stoppé. Il dit aussi que le coup du 15 octobre 1987 là était savamment orchestré. Il dit d'ailleurs qu'il y avait un plan A et un plan B au cas où l'un ne marchait pas, que l'autre puisse marcher. Le premier plan, c'était de lui-même l'exécuter, exécuter d'autres camarades de Thomas Sankara. Le deuxième plan, c'était de surprendre Thomas Sankara et de l'abattre. Donc, il a déploré que Thomas Sankara n'ait pas pris en compte tout ce qu'il lui racontait sur le coup qui se préparait. Le Lion a également dit que le complot de 20 heures dont parlaient les premiers accusés était inventé.
inventé parce qu'il n'y avait pas un complot de 20 heures qui se préparait par les hommes de Thomas Sankara, là-dessous dont a parlé donc Gilbert Djendjéré lors de son passage. Selon le Lion, c'est une invention, c'est pas un coup qui se préparait, mais ce sont des choses inventées pour justement se défendre. Donc, les témoignages se poursuivent aujourd'hui à la salle des banquets. Il y aura aussi les confrontations. Boukari Kaboré dit le Lion sera face à Gilbert Djendjéré pour les confrontations. Ça promet. Ça promet. Donc, on imagine que ça ne sera pas facile parce que déjà hier, le premier témoin à être passé à la barre, Daouda Traoré, a dit que quand il a été arrêté après les événements de 87, sa libération a été facilitée par Jean-Pierre Palm. Et Jean-Pierre Palm, à son tour, a nié qu'il n'a pas participé à la libération de Daouda Traoré. Donc, on imagine qu'aujourd'hui encore, il y aura des contradictions de part et d'autre dans la suite du procès. Alors, procès toujours, mais là on parle du procès des contrebandiers. Oui, pendant qu'à Ouaga 2000, on poursuivait le procès de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, au TGI Ouaga 1, il y avait un autre procès qui se tenait, le procès contrebande de carburant. Et hier, la journée a été bien meublée puisque le procès a bien démarré après la vérification de l'identité des accusés. Je note qu'ils étaient plutôt une cinquantaine d'accusés à la barre hier. Et après cette vérification-là, il y a 2 accusés qui étaient à la barre. Le premier a expliqué qu'il se ravitaillait au Bénin. Donc, c'est au Bénin qu'il prenait son carburant et le transit se faisait à la frontière entre le Burkina et le Bénin. Il avait un contact à la frontière, un contact qui facilitait les choses avec les douaniers qui y sont. Et après le poste douanier, tout le trafic entre Fada et Koupela était aussi facilité par des contacts. Il dit que c'est un certain monsieur Sorgo qui l'aidait et qui facilitait aussi le passage des camions à tous les postes douaniers entre Fada et Koupela pour faciliter le transit. Il dit que le contact qui est à la frontière recevait de l'argent pour donc faciliter le travail. Et il a aussi expliqué que par mois, c'est autour de 360 fûts de carburant qui rentraient sur le sol burkinabé. Donc, on imagine toute la quantité de carburant qui a pu donc franchir la frontière burkinabé jusque dans certaines localités donc pour ce carburant contrefait-là. Et c'est ce qu'il a expliqué. Ce procès également se poursuit ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'autre accusé, Lassane Dayamba également, sera à la barre. Merci Adèle, notre temps est terminé, mais on termine à sport quand même parce que les étalons étaient face à l'Algérie hier et les Algériens ont vraiment brisé le rêve de nos étalons. Oui, c'est un rêve brisé pour le Burkina Faso de participer à la Coupe du Monde Qatar 2022, mais disons que c'est un échec qui réconforte les Burkinabés parce que ceux qui ont suivi le match d'hier n'étaient pas du tout déçus. Ils étaient plutôt fiers de voir les étalons mener le combat face à l'Algérie, l'équipe algérienne qui est présentée comme la plus forte de l'Afrique. Et pour une équipe comme celle du Burkina Faso, affronter l'Algérie, ce n'était pas du tout chose aisée. Puisqu'il y en a même qui prédisaient un échec de 7-0 en défaveur du Burkina, de 5-0, en tout cas un score alarmant pour le Burkina Faso, mais les étalons, les poulains de Kamou-Malo ont pu quand même tenir tête face au Fennec d'Algérie, un nul de 2 buts partout. Score final, et donc c'est vrai que le Burkina ne participera pas à la Coupe du Monde, mais c'est un échec qui réconforte certains Burkinabés. Sur les réseaux sociaux, on a vu des messages de félicitations pour le 11 national, et donc on se préparera encore pour les autres rendez-vous. Bien sûr. Merci bien Adèle. En attendant, tu restes avec nous. Nous allons faire le tour justement de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Vous le savez, chaque jour à ce rendez-vous Bonjour le Faso, nous recevons un invité du jour pour vous. Aujourd'hui, Boukari Woba est notre invité. Nous parlons du filet, puis nous faisons surtout le bilan de ce festival, et on revient.
Le Festival international de la liberté d'expression et de presse s'est tenu du 10 au 13 novembre dernier. Nous faisons le bilan de ce festival avec Boukari Ouba. Rappelons qu'il est journaliste et membre du comité d'organisation de ce festival. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, avant de parler du FILEP, question d'actualité pour commencer. Vous êtes journaliste et hier, vous avez assisté à cette chaude journée dans certaines villes du Burkina, notamment à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, également à Dori. Certains des manifestants réclament le départ du président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour d'autres, c'est le départ des troupes françaises. Bon, assez de revendications. On a l'impression qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont besoin de marcher, même si les objectifs divergent. Oui, il y a certainement plusieurs raisons qui ont pu pousser les uns et les autres à se retrouver dehors spontanément, parce que je ne pense pas que c'était des marches qui avaient été préparées au préalable avec des autorisations. Mais on a pu constater effectivement que des Burkinabés sont sortis et ont manifesté, notamment à Ouagadougou, pour ce que j'ai pu voir de plus ou moins. Mais je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque de Inata, où nous avons perdu donc une trentaine de Burkinabés. Et en cela, nous sommes d'ailleurs en deuil national depuis au moins plus de 24 heures maintenant. Et on dira d'une certaine manière que c'est plus ou moins légitime, hein, cette colère-là des Burkinabés. Cela dit, les différentes revendications qu'on a pu entendre ci et là, à savoir la démission du président du Faso, le départ des troupes françaises, qui est d'ailleurs une vieille revendication qui ne date pas d'aujourd'hui, ou encore la libération du général Gilbert Diendéré. Je me demande bien si certaines revendications sont la solution au problème qui est posé. La démission du président du Faso, c'est certainement pour nous mettre dans une crise institutionnelle et politique. C'est un peu demander ça parce qu'ils ont envie d'une transition. Bon voilà, ils cherchent aussi des opportunités, je ne sais pas pour en faire quoi. La libération du général Diendéré, je me demande bien pour faire quoi. Ce serait grave qu'on puisse nous dire que dans toute cette armée du Burkina là, il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous sauver, et cet homme-là, c'est le général Gilbert Diendéré, qui aujourd'hui a des soucis avec la justice. Donc ça fait que je peux comprendre les manifestations de ces populations-là, mais je comprends moins, ou j'adhère en tout cas avec beaucoup de réserve, hein, aux revendications qu'on a pu entendre. Sinon, vous comprenez les manifestations. Ça se comprend légitimement. Je crois que ce serait de mauvaise foi de ne pas comprendre ces manifestations-là. Je vous le dis, hein, le pouvoir aussi ne fait rien pour enlever à ces populations-là les raisons de manifester. Si vous prenez l'attaque de Inata, pendant plus de 24 heures, on n'a pratiquement pas de bilan. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous constaterez qu'il n'y a aucune autorité qui soit sortie publiquement et officiellement pour s'adresser aux Burkinabés, ne serait-ce qu'à la presse, pour dire qu'est-ce qui s'est passé à Inata. Parce que le communiqué, pour moi, ce n'est pas une prise de parole. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Et c'est normal qu'on soit en colère. Et moi, en tant que journaliste, tout simplement, j'ai dit, mais c'est incompréhensible que dans une situation comme ça, et ce n'est pas une première. Lorsqu'on a connu Sol 1, c'était la même chose. Aujourd'hui, on a des preuves pour dire que, c'est-à-dire, on se pose la question si réellement on est gouverné. Parce que dans un pays où les autorités, à la limite, se cherchent, pour ne pas dire qu'elles se cachent, si les autorités ne se cachaient pas, depuis au moins 2 jours, quelqu'un serait sorti pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Inata. Comment est-ce qu'on a pu attaquer ce détachement-là? Et cette histoire de rupture d'approvisionnement en vivres aux militaires qui pourtant sont au front, quelqu'un devait pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé réellement. Peut-être qu'on s'est fait des films. Peut-être que la note qu'on a lue, on ne la comprend pas très bien. C'est aux autorités de nous expliquer cela. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune explication.
Donc, je n'étais pas avec les marcheurs, mais parce que véritablement, je pense que j'avais d'autres occupations, quoi. Sinon, moi-même, je pense qu'on a plus que besoin de marcher. Et parallèlement, l'armée informe hier avoir neutralisé 90 terroristes à Tueni, dans la boucle du monde. Est-ce que quelque part, c'est rassurant? Non, vous m'excusez, hein, c'est de la propagande. Je ne dis pas que notre armée n'a pas agi et que notre armée n'aurait pas tué des terroristes. Mais c'est de la propagande. Parce que là, véritablement, c'est une action politique. Parce que justement, il y a un problème qui est né à Inata. Et aujourd'hui, on se pose des questions. On veut des explications sur ce qui s'est passé à Inata. Au lieu de nous donner des réponses sur Inata, on part effectivement bombarder des soi-disant nids et sites de terroristes pour venir nous dire on vient de tuer 90 terroristes. Donc les terroristes ont tué 32 ou 30, je ne sais plus combien, 28 soldats et puis 4 civils. Donc les terroristes ont tué 32 Burkinabés. On vous dit, ne vous en faites pas, nous venons d'en tuer 90, vous pouvez être soulagés. C'est comme ça que ça doit se passer? Mais non. Moi, je trouve que c'est une pure diversion et une propagande mal placée en plus. Et ça, encore, je vous le dis, ce n'est pas la première. Lorsqu'il y a eu Sol 1, ou bien même vous remontez à d'autres attaques pareilles, chaque fois, il faut attendre qu'on soit attaqué pour réagir. Et on réagit pour dire, on a aussi tué. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Si on doit faire la guerre, on fait la guerre. On n'attend pas quand on vient vous gifler, vous levez, aller aussi donner une gifle et puis revenir vous asseoir en attendant la prochaine gifle. On en a reçu tellement de gifles de la part de ces terroristes-là que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ce qui se passe là, j'ai dit c'est une pure diversion et je voudrais demander aux gens véritablement de ne pas aller dans ce sens-là. Que les militaires aient agi et qu'ils aient tué des terroristes, c'est une bonne chose. C'est ce qu'ils doivent faire tous les jours. C'est ce qu'ils doivent faire tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre Inata pour se lever, aller bombarder des nids de terroristes. Ce qui voudrait dire en plus que bien avant Inata, et depuis très longtemps, nous savons là où sont les terroristes. On les laisse là-bas tranquillement. Il faut qu'ils viennent détruire un camp militaire, tuer des hommes, pour qu'on se lève, aller faire cette riposte-là. J'ai dit, ce n'est pas une action militaire, ce qui s'est passé à Tueni hier, si réellement ça s'est passé. C'est une action politique. Alors, selon certains témoignages que nous avons, ces témoignages disent qu'à certains endroits du Burkina, les terroristes manquent de carburant. Certainement, ça a un lien avec ce procès de contrebandier donc, de carburant en cours. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas le moment de vraiment découdre avec ces terroristes? Est-ce que ce n'est pas le moment propice? Oui, il y a toujours des occasions comme ça. Il y a des moments de faiblesse de ces terroristes-là, mais nous n'en profitons pas. Nous n'exploitons pas leurs insuffisances, leurs faiblesses, leurs limites. Alors qu'eux, ils sont aux aguets et les moindres failles chez nous, ils les exploitent. Avant d'attaquer Inata, ils ont su effectivement que ces hommes-là n'étaient plus en situation de guerre. Ils n'étaient plus en situation de guerre, pourquoi? Pour deux raisons. On parle beaucoup plus des vivres, hein, mais il y a une autre raison. Le fait que ces hommes-là devaient être relevés. Quand vous êtes au front, et on vous dit vous partez là-bas pour 3 mois, pendant 3 mois, vous concentrez toutes vos énergies, toutes vos forces, toutes vos prières pour rester en vie. Et à un moment donné, vous voyez que vous avez fait 90 jours, vous avez fait vos 3 mois. Vous dites, ouf, une autre équipe doit venir me relever. Je vais pouvoir enfin retrouver ma femme, retrouver mes enfants, ma maman, mon père va me voir. Je vais retrouver mes amis. Je vais aller souffler 2 jours avant de revenir. Et pendant ce temps, vous attendez 1 semaine, pas de relève, 2 semaines. Vous dites c'est demain la relève, c'est après demain la relève. Ce monsieur qui est encore au front, qui ne devait plus y être, il n'est plus en position de combat. Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc eux, les terroristes sont régulièrement au courant de nos moments de faiblesse et ils nous attaquent. Mais nous, c'est comme si souvent on n'a même pas d'informations. Or, on a des informations effectivement.
si ce terroriste-là, comme vous le dites bien, en ce moment, il peut bien être en manque de carburant et souvent de bien d'autres moyens roulants ou même de vivre, parce qu'ils viennent s'approvisionner. Oui, ils viennent s'approvisionner dans nos marchés. Il y a des marchés même qui ont été fermés dans la région du Sahel et qui ont été d'une manière ou d'une autre réouverts par la force de ces terroristes-là. Parce que sans ces marchés-là, ils ne peuvent pas vivre. Ce qui veut dire qu'ils viennent s'approvisionner dans ces marchés-là. Mais nous n'exploitons pas toutes ces informations-là, toutes ces faiblesses-là pour pouvoir aussi agir. Mais comme je vous le dis, nous n'avons pas envie de faire la guerre. On veut juste se défendre. C'est dans cette posture-là que l'État burkinabé est depuis 2015-2016. Et ça ne marche plus. Il faut qu'on décide définitivement une bonne fois pour toutes de faire la guerre au lieu de se défendre. On est agressé constamment et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de se défendre au lieu justement d'aller porter le coup là où il faut. Alors, Boukari Boba, nous allons parler maintenant du FILEP. Le Festival international de la liberté d'expression et de presse a refermé ses portes. C'était le 13 dernier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 9e édition? Merci. On peut retenir que le FILEP s'est bien déroulé. Ça s'est passé véritablement sans incident. Vous savez que c'était pas évident lorsqu'on réunit autant de personnes venues d'ailleurs pour séjourner chez vous. Une des première préoccupation d'ailleurs, c'est la sécurité de ces hommes et de ces femmes qui sont venus au Burkina. Et certains sont venus certainement peut-être avec la peur au ventre. Heureusement, on peut constater que pendant tout leur séjour, en tout cas jusqu'au 13, on n'a pas entendu un incident terroriste majeur jusqu'à ce que certains étaient peut-être sur la route du retour avant que n'intervienne donc le drame de Inata. Donc on peut dire que ça s'est bien déroulé. Le programme du FILEP a été exécuté à 100%. Tout ce qui avait été prévu a pu se tenir. Le colloque avec la conférence inaugurale, les 9 panels ont pu se tenir sans problème au centre de presse et au CBC. La nuit de remise du prix africain du journalisme d'investigation, ainsi que du prix Marie Soleil de la meilleure journaliste burkinabé, ainsi que du prix en photo caricature et dessin de presse, tous ces prix-là ont pu être remis et il y avait des lauréats. Donc ça s'est très bien passé. La foire a été un succès et puis bien d'autres activités comme la visite du mémorial Thomas Sankara ainsi que du conseil de l'entente qui a permis de comprendre certains aspects en rapport avec le procès Thomas Sankara qui est en cours actuellement. Et le prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo. Donc le Sèvres d'or a été remporté par le journaliste de l'événement Gaston Sawadougou. Qu'est-ce qui lui a valu cette distinction? Qu'est-ce qui lui a valu cette distinction? Peut-être le jury saura mieux le dire, mais je dois rappeler que c'était un jury international et que dans le jury, il n'y avait que 2 Burkinabés. Donc, si ce jury-là a trouvé qu'un Burkinabé, en l'occurrence Gaston Kaboré, Gaston Sawadougou, j'ai dit Gaston Kaboré, notre grand nom, c'est lui le Dessinois. Donc, Gaston Sawadougou le méritait, c'est qu'il le mérite très bien parce qu'il a fait un article sur un peu aussi en rapport avec la lutte contre le terrorisme, sur un peu les aspects judiciaires liés donc à la détention des terroristes. C'est un excellent papier et que peut-être c'est cette occasion-là que des Burkinabés pourront aller chercher et retrouver le papier et voir exactement ce qu'il a écrit, parce que si on a pu récompenser le papier à ce niveau-là, d'abord il a remporté le trophée d'argent dans sa catégorie presse écrite, avant donc de remporter donc le Sèvres d'or qui récompense toute catégorie confondue la meilleure œuvre en presse écrite, en presse en ligne, en radio et en télévision. Donc c'est véritablement un excellent article. Je ne doute pas donc des qualités de Gaston Kaboré que je connais très bien. Gaston Sawadougou, décidément vous décidément. Êtes, vous pensez bien à Gaston Kaboré, le cinéaste. Oui. Alors Boukari Ouba,
à côté justement de ce lauréat, il y a eu aussi d'autres lauréats dans d'autres catégories. Oui, nous avons notre confrère, c'est bien Charles Sibri Semporé qui a remporté donc le trophée en argent dans la catégorie radio pour un article qu'il a réalisé sur le mini-échangeur, la route qui passe devant l'hôpital Yalgado. Vous savez, cette route-là a tellement fait parler qu'aujourd'hui, on peut même dire qu'on est soulagé de voir quand même qu'un journaliste a pris la peine de fouiller et d'écrire sur cette infrastructure-là qui a eu tant de mal, de peine à se réaliser et à s'achever. Et je ne suis même pas d'ailleurs sûr que c'est achevé, même si on a ouvert la voie aux usagers. Donc c'est quelque part un soulagement de voir que les journalistes, d'une certaine manière, ont fait leur travail. C'était bien que quelqu'un aille investiguer là-dessus, faire un papier pour essayer de comprendre ce qui bloquait. Donc c'est un mérite à saluer de la part de notre confrère donc de la radio nationale qui remporte ce prix-là. Oui. Par contre, en catégorie photo de presse, il n'y a pas eu de lauréat. Oui, en photo de presse, il n'y a pas eu de lauréat. On a tout simplement eu le lauréat en dessin. Pourquoi justement un dessin de presse pour insuffisant de résultats, insuffisant de notes. C'est vrai que ça étonne toujours lorsque dans une compétition comme ça, on vient déclarer que c'est infructueux. Beaucoup de gens se posent des questions, mais comment, alors qu'il y a eu des candidats? Alors que moi, ça ne me dit pas grand-chose. Bien au contraire, lorsqu'on dit que c'est infructueux, j'ai dit c'est là des notes de la qualité qui est attendue, non seulement des organisateurs qui ont certainement mis d'une certaine manière la barre haute, parce que c'est sur la base des critères, des exigences de qualité et de normes professionnelles que le jury note. Le jury ne va pas aller décerner un prix en dehors de ce qui a été mis en place comme balise par les organisateurs. Donc si les organisateurs disent que la note minimale pour être récompensée c'est 12, c'est 15, c'est 17, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui atteigne cette note-là. Donc le jury note en fonction de ça, et si le jury déclare que c'est infructueux, que les résultats sont insuffisants, c'est que véritablement il n'y avait pas de lauréat, et je crois qu'il n'y a pas de quoi désespérer. Le concours n'est pas à sa dernière édition, loin de là. Plusieurs années avant, il y a toujours eu donc des récompenses dans cette catégorie-là. En photo, des Burkinabés d'ailleurs l'ont déjà remporté, et je ne doute pas que les éditions à venir, notamment 2023, on pourra bien avoir des lauréats. Voilà. Avant cette soirée de distinction, il y a eu des communications, il y a eu des panels autour du métier des journalistes. Qu'est-ce qu'on retient aussi à ce niveau ? Qu'est-ce qu'on retient à ce niveau? Il y a eu plusieurs panels. Le panel sur les crises politiques et institutionnelles qui a quand même mobilisé des gens au niveau du CBC. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est une problématique qui est assez vieille, la question donc des crises politiques, sauf qu'aujourd'hui il y a une résurgence donc de ces crises-là avec les coups d'État qu'on a vus par-ci par-là, et les tensions politiques, même dans notre pays aujourd'hui, on peut le dire d'une certaine manière, ça peut impacter, ça peut affecter le travail des journalistes. Mais le sujet que je pense nous a apporté un plus, c'est le sujet sur le devenir même des médias en rapport avec aujourd'hui les mutations technologiques, tel que c'est intitulé dans notre thème, au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques, construisons des médias résilients au service des citoyens africains. Donc il était question pour nous de voir est-ce que nos médias là vont s'en sortir aujourd'hui avec les technologies, avec les mutations technologiques que nous avons. Et on a eu effectivement des débats de haut niveau. On espère peut-être que les communications qui ont été données à cette occasion-là, parce que là, on n'a pas encore fait le bilan du comité d'organisation, mais je viens quand même faire un bilan à chaud à Saban Média. Il y a des perspectives, donc c'est dire que les communications qui ont été partagées avec l'ensemble des festivaliers, on pourra voir comment les partager largement ou bien comment les exploiter pour que ça puisse véritablement servir au plus grand nombre des acteurs des médias.
On sait que s'il y a eu des communications, forcément des recommandations vont sortir de là. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de ces recommandations? Il y a eu des recommandations, bon, ce qu'on a appelé les actes du colloque. Il y a eu par exemple d'abord, si vous voulez, l'appel à l'ouverture des frontières. Vous savez que les frontières internationales restent fermées, surtout en matière de transport routier. Et la seule raison, c'est qu'il y a la Covid. Or, comme on le dit, tout le monde le dit, c'est incompréhensible que les voies aériennes soient ouvertes alors que le transport terrestre reste bloqué. Cela a d'ailleurs joué même sur la mobilisation pour le filet parce que beaucoup de délégations, les éditions précédentes, venaient par voie terrestre. Une délégation ghanéenne, malienne, togolaise ou béninoise peut se lever, prendre le car, venir. Ça n'a pas été facile donc cette fois-ci. Donc on a lancé cet appel-là parce qu'on pense quelque part ce que ça impacte sur le travail des médias, l'appel à l'ouverture des frontières. On a fait une motion par rapport à la sécurité des journalistes, sécurité physique, sécurité juridique aussi, parce que on est bien sûr menacé par la situation sécuritaire, on est aussi menacé par très souvent des procès. Par-ci par-là, beaucoup de journalistes sont inquiétés au Mali, au Niger, au Burkina. Donc on a pris une motion dans ce sens-là. On a aussi pris une motion dans le sens de la mise en œuvre de ces lois-là sur l'accès à l'information publique et aux documents administratifs. En tout cas, dans le sens de faciliter l'accès aux professionnels des médias à l'information et aussi aux citoyens. On a élargi la question parce que d'ailleurs la loi qui a été adoptée chez nous, ça s'adresse beaucoup plus aux citoyens qu'aux journalistes spécifiquement. Et cette loi-là, elle n'est pas particulière, elle n'est pas propre au Burkina, dans beaucoup d'autres pays. Et il y a des lois comme ça. La loi d'accès aux informations publiques et aux documents administratifs adoptée, mais qui n'est pas encore mise en œuvre. Donc le FILEP a attiré l'attention des autorités par rapport à ça. Assez de recommandations et de motions. Après, qu'est-ce que vous allez faire de ces recommandations? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons travailler à ce que nos vœux se réalisent. Ce sont des vœux qui sont exprimés à travers ces recommandations. Je crois que ce qui est important d'ailleurs, c'est d'appeler les médias à en faire un large écho. Okay. Voilà. Si on a été à la clôture du FILEP, on a lu ces actes-là devant les festivaliers, si ça reste à ce niveau-là, je ne crois pas que ça puisse faire effet. Donc, c'est vrai que des gens ont certainement relayé ça d'une certaine manière depuis le jour de la clôture, notamment le 13, mais il est bien qu'on puisse revenir là-dessus avec pourquoi pas des articles beaucoup plus étoffés, avec pourquoi pas des interviews, en tout cas réaliser d'autres productions en rapport avec ces préoccupations-là qui ont été soulevées. Ça va permettre que le message puisse atteindre à qui de droit et que l'intéressé puisse agir. Je dois dire aussi que la cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, dont le ministre Hussein Tamboura qui était là. Après avoir lu tous ces actes-là, les actes ont été remis main à main au ministre par le président du comité d'organisation, Sidiki Dramé, qui est le secrétaire général du SYNATIC, le syndicat des journalistes. Donc, si les recommandations ont été remises au ministre de la Communication, c'est pour qu'il en fasse bon usage. D'abord, lui, à son niveau, en tant que ministre de la Communication, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis, s'il y a des sollicitations, des besoins certainement qui dépassent ses pouvoirs, lui aussi il pourra transmettre en haut de lui pour que, voilà, qui de droit puisse prendre les mesures appropriées. Merci bien. Notre temps d'entretien est terminé. Merci. On va se dire à l'édition prochaine, à la 10e édition donc du FILEP. Merci à vous, merci à Savane Média pour le gros boulot, merci à l'ensemble des médias burkinabés sans lequel le FILEP n'aura pas connu le succès qu'il a connu cette année. Nous recevions pour vous aujourd'hui Boukari Woba, journaliste et membre du comité d'organisation de la 9e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse. Nous faisions le
le bilan de ce FILEP 9e édition qui a refermé ses portes. C'était le 13 novembre dernier. Et c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer une pause musicale. Aujourd'hui, vous le savez, comme chaque lundi, mercredi et vendredi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampéné pour Langue Fourchue. Alors, nous vous invitons à suivre ce numéro de Langue Fourchue. Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Depuis le dernier remaniement du gouvernement, on croyait les sinistres du motus rocus assagis. Ces va-t-en-guerre qui avaient le verbe léger et les bouches grasses ne manquaient pas une occasion de s'illustrer par des sorties hasardeuses sur certaines questions de la vie nationale. Même si depuis quelque temps, on n'entend plus parler de deal mouta-mouta dans le premier cercle pestilentiel, si peut-être qu'ils ont compris qu'il fallait manger en fermant la bouche, il y a cependant des personnages qui s'illustrent ces temps-ci par leur sortie. Il y a quelques semaines, un audio supposé du sinistre Doc Gynéco a pointé sur la toile, suscitant incompréhension et malaise. Dans cet audio capté lors d'une conférence, le sinistre Chalmaille critiquait vertement la position de l'Église catholique sur les méthodes modernes de contraception, ouvrant ainsi au passage une brèche dans les relations entre État et Église. Il va même plus loin en proposant une taxation sur les services médicaux de la curaille au même titre que les cliniques privées. Si les propos du sinistre de la santé choquent les prélats et ont fait rire certains auditeurs de sa conférence, il n'en demeure pas moins que nous devons comprendre ces propos sous plusieurs angles. Habitué du le sinistre en parle avec une certaine aisance que je dirais déplacée face à un auditoire qu'on pourrait qualifier d'avoir déjà des mœurs assez légères, mais qui avait plus besoin d'entendre autre chose de nos gouvernants qu'un coup magistral sur le avec une distribution de condoms à la clé, comme cela a été le cas à Koudougou lors de la rencontre des autorités avec la jeunesse, comme si cela était la solution à leurs problèmes du moment. Avant de distribuer des vivres aux déplacés, il serait plus utile de leur donner des préservatifs, parce que même affamé, l'accès est plus fort que tout et on ne peut se le refuser, dira-t-il en substance plus loin. Marie-Laurence de la Maréchaussée vient d'être bipée par son collègue sur son prochain calendrier vis-à-vis des déplacés internes. Il sait certainement de quoi il parle le bonhomme, lui dont c'est le métier, la fouille de certaines parties très intimes. L'expression du ministre vis-à-vis de l'Église est assez surprenante, lui qui a vu sa carrière se parfaire grâce à une bourse de la Fondation Jean-Paul II en 1997. Il est donc bien au fait de l'apport non négligeable de l'Église dans le système de la santé, de l'éducation et du développement communautaire aux côtés de l'État qu'il sert si magistralement aujourd'hui. Et du reste, tout croyant qu'il fut, avec tous ses anneaux bien en vue, il devrait bien connaître la position de l'Église sur certaines questions de la santé de la reproduction. Bref, dans un certain sens, Doc Gynéco a ses raisons que la raison ignore, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile que nous vivons. Et somme toute, n'a-t-il pas apporté sa modeste contribution à travers cette sortie? Faites l'amour et pas la guerre. De ce fait, je le verrais bien réquisitionner les aéronefs de l'armée de l'air pour organiser un largage massif de préservatifs au-dessus des zones à problème. Et ainsi, peut-être que si nos assaillants sont occupés par cette chose subtile dont Doc a la maîtrise, nous perdrons moins en vie humaine et serions en phase avec cette citation des textes sacrés: multipliez-vous et remplissez la terre. C'est le Faso qui gagne. En attendant, et selon sa direction de la communication, Doc Gynéco serait allé se faire remettre ses péchés auprès du patron de cette église qu'il vient d'écorcher. Alors, tous à vos condoms, sinon, s'il n'y en a pas, tant pis. Usez de vos matraques et déposez les armes. Merci à Patrick Gampéné. Rendez-vous vendredi pour une autre langue fourchue. Beaucoup de courage à nos FDS. Pour la suite, nous allons revenir à la rubrique à la découverte 2. Je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons à la communauté Haoussa du Burkina, parce que quand on parle du peuple Haoussa, on pourrait penser que c'est un peuple présent seulement au Nigeria, au Niger ou au Ghana. Mais sachez qu'au Burkina Faso, il y a également des Haoussa organisés au sein de l'association Mankaranta qui perpétue la culture et les traditions Haoussa au Burkina. Cette communauté
communauté organise d'ailleurs le Festival international de la culture Aoussa, Festisha, un festival qui vise à promouvoir la culture Aoussa au Burkina Faso. Alors, rappelons que selon certaines sources, les premiers Aoussa auraient foulé le sol du Burkina Faso vers 1800. Les Aoussa sont originaires du Niger et du Nigeria, mais sont aujourd'hui installés dans tous les pays d'Afrique du fait du nomadisme de leurs parents. Les Aoussa voyagent beaucoup parce qu'ils sont pour la plupart des commerçants et dès qu'ils arrivent dans un pays, ils s'installent ensemble dans un quartier. Et quand ils font escale dans un lieu, le lieu est appelé Zango, lieu d'escale en Aoussa. Quand ils y restent longtemps, ils finissent par créer un quartier. Ce fut le cas du quartier Zangouetin de Ouagadougou. Zangouetin pour dire le quartier des Zangouessés. Notons que les Moussi appellent les Aoussa les Zangouessés, qui dérivent du nom Zango qui veut dire lieu d'escale en Aoussa. De ce fait, Zangouetin signifierait par extension quartier d'escale. Dans la zone de Zangouetin, il y a la vieille mosquée des Aoussa qui est toujours présente et en bon état. Cette mosquée, fréquentée en majorité par la communauté Aoussa du Burkina, a été épargnée par le déguerpissement sous la Révolution. Aujourd'hui encore, la mosquée des Aoussa accueille des fidèles musulmans pour la prière. Les principales activités des Aoussa du Burkina sont notamment le commerce, l'artisanat, la médecine traditionnelle, la bijouterie, etc. Selon les écrits historiques, ce sont les Aoussa qui ont commencé à commercialiser le cola ou la noix de cola au Burkina, appelé gouro en langue Aoussa. Ce sont les Moussi qui appellent justement le gouro gouré, de même que le kourakura. Ce sont les Aoussa aussi qui ont été à la base de la présence du kourakura au Burkina. À Aoussa, ça se dit kili kili. Les Aoussa ont introduit le carnaval dodo, une pratique nigériane au Burkina Faso. Côté art vestimentaire, les Aoussa sont bien connus pour leurs somptueux bobos richement brodés, les bonnets et les étoffes traditionnelles. Ce sont les Aoussa qui ont introduit au Burkina les colliers, les perles et le kirou, l'antimoine. Selon l'association des Aoussa, l'association Mankaranta, il y a des Aoussa dans toutes les 45 provinces du Burkina et ils parlent les langues du Burkina en plus du Aoussa. À Ouagadougou, par exemple, de nombreux Aoussa parlent le Moré et les Aoussa à Bobo du Lasso parlent en plus du Aoussa le Djoula. Aujourd'hui, la communauté Aoussa s'est très bien intégrée à Ouagadougou, surtout avec les alliances et mariages intercommunautaires. Notons qu'il y a un chef Aoussa à Ouagadougou et ce dernier est intronisé par le Mogonaba. Et pour ce dernier, les Aoussa font partie de la grande communauté des Mossé et le Mogonaba Bango, empereur des Mossé, les traite bien selon les témoignages. Selon El Hadj Noufou Sissé, le doyen actuel de la communauté Aoussa à Ouagadougou, ce sont les Aoussa qui fournissaient au Mogonaba les habits d'apparat et les parures des reines. Cela a permis de raffermir leurs relations avec les chefs Moussi. Pour vulgariser la culture Aoussa, l'association Mankaranta organise des événements pour exposer les outils de la culture Aoussa comme l'art vestimentaire, les outils de travail, des manuscrits du Coran, la gastronomie Aoussa et bien sûr les chants et danses Aoussa. Cette semaine, nous vous proposons d'aller tout simplement à la découverte d'une culture, d'une tradition qui se singularise à travers la découverte de la communauté Aoussa du Burkina qui compte parmi les 60 communautés qui peuplent le Burkina Faso. Comme en début d'émission, nous vous avons proposé d'écouter des témoignages et pour finir aussi cette émission, nous vous proposons d'écouter à nouveau des témoignages. Il s'agit notamment des témoignages de El Hadj Noufou Sissé, un des doyens de la communauté Aoussa du Burkina, également de M. Amadou, qui est journaliste et qui a justement produit des travaux sur la communauté Aoussa et l'intégration des Aoussa au Burkina. Nous vous invitons à suivre leurs témoignages. Mon nom, si c'est nous, 400 ans, tous sont rentrés à Burkina, sont quittés le Nigeria pour venir ici. Les grands-pères. Le travail de commerce, le fait du commerce, c'est le grand chef du Moussi qui a donné le roi des Zangoueto. Sont donnés Mahmoudou.
d'Ankambali. C'est lui qui est premier chef de Hausa, au son de vos éléments. 3 cours là que j'ai dit, c'est 3 cours. C'est 3 cours là qui est rempli de Zangweto. Tous les étrangers qui sont venus, ils vont dans 2 cours là. Les cours du chef, ça c'est avec son parent. 2 cours là, cours de Madougou et cours de Oumarou Baraka. C'est eux qui prennent des étrangers, que moi je connais. Jusqu'à ils sont partis, venir à chez nous, mon temps là. C'est moi qui commande la maison de Madougou Yaro et Oumarou Baraka. C'est mon papa. Les masqués, c'est 76. 76. C'est le ciment et le fer et les galmions. C'est ça que j'ai payé. J'ai pris les maçons, ils sont venus construire. Le premier maçon, c'est un Wolf du Sénégal. C'est lui qui construit les masqués. Les gens qui priaient là-bas, il y a beaucoup qui est parti, il y a beaucoup qui est mort. Il y a d'autres qui sont venus prier, c'est le travail de diguer. Ce n'est pas pour la payer, on fait sur le Dieu, à cause de diguer. Ce n'est pas quelque chose qu'on paie. Moi, je m'appelle Nana Amado. Je suis journaliste de formation, actuellement à la retraite. Je suis journaliste à Sirouaya et puis Carrefour africain. C'est un dossier, un article que j'ai écrit sur la communauté Hausa au Burkina Faso. Ce qui m'a poussé à faire ça, parce que non seulement j'avais beaucoup de possibilités de rencontrer des gens, et moi-même, il n'y avait pas de barrière linguistique parce que moi-même je parle Hausa. Moi, je suis né à Zangwetin. Bon, je vois tantôt, il parle de maison, tout ça. Moi, je suis né à c'était l'hôpital. Donc bon, j'ai grandi, je parle Hausa, donc je n'ai pas appris le Hausa. Bon, c'est avec les Hausa que, bon, j'ai fait mon enfant dans le quartier, j'étais vraiment immergé. Donc c'est ça qui m'a motivé. J'ai dit, tiens, moi j'ai un poste là où je peux faire comme un peu l'historique récent de ce qui se passe. Donc c'est ça qui m'a conduit à faire des recherches, à rencontrer des personnes ressources au niveau de la communauté Hausa pour pouvoir écrire un article que j'ai publié au niveau du Carrefour africain. Nous disons merci à Abdoulaye Kinda pour ces témoignages et merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous écoutiez à l'instant les témoignages de El Hadj Noufo Cissé. Rappelons qu'il est un des doyens de la communauté Hausa au Burkina Faso également. Le journaliste à la retraite, M. Nana Amado, et qui nous parlait justement de ses écrits sur la communauté Hausa du Burkina Faso, qui est un exemple d'intégration au Burkina parce que les Hausa se sentent chez eux ici et nous aussi, nous les accueillons bien. Alors, c'est ici qu'on va se dire au revoir pour l'émission d'aujourd'hui. Oui, c'est terminé. Malheureusement, Olivier Kabouré n'a pas pu être des nôtres puisqu'il a eu quelques soucis avec son engin roulant. Mais ce n'est que partie remise parce que mercredi prochain, vous avez rendez-vous pour question de droit. Et puis, bien sûr, ce thème sur la nuisance sonore sera bel ou bien au rendez-vous. Merci de votre fidélité. En attendant, restez fidèles au programme de Savane TV. Ne zappez surtout pas parce que d'ici 10 heures, vous aurez le flash d'infos en français et en moré. Et puis bien sûr, demain, quand il va sonner 7h30, nous serons là pour encore partager la bonne humeur et surtout l'information et la découverte avec vous. Portez-vous bien et on se dit que